Les enjeux internationaux avec mardi dernier des milliers de personnes qui ont défilé dans les grandes villes d'Afrique du Sud à l'appel d'un mouvement anti-immigration nommé March on March. Ce dernier avait fixé un ultimatum aux étrangers en situation irrégulière, leur enjoignant de quitter le pays avant le mois de juillet, après plusieurs semaines de violence visant les étrangers, non sans rappeler les précédentes vagues d'émeutes xénophobes. Près de 25 000 personnes ont fui le pays. Quels sont les ressorts de ce mouvement? Bonjour Jean-Philippe Rémy. Bonjour. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde, ancien correspondant en Afrique du Sud. Alors il faut nous expliquer ce qu'est donc justement ce mouvement March on March. Quand on regarde, ce qui s'est passé avant-hier, c'est un peu, il y a devant le mouvement March on March qui est apparu il y a 1 an et demi, 2 ans, qui est un mouvement qui s'inscrit dans un grand nombre d'autres mouvements similaires. Donc celui qui a pris un petit peu le devant de la scène il y a quelques jours, c'est au fond, un seul élément dans un ensemble beaucoup plus vaste. Ce mouvement est apparu, il va disparaître, d'autres le remplacent. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un grand nombre de mouvements de cette nature qui apparaissent et qui révèlent quelque chose qui est profond en Afrique du Sud, c'est ce qu'on appelle le sentiment de xénophobie, qui d'ailleurs est un terme assez impropre, puisque ça ne s'adresse pas à tous les étrangers, mais uniquement, ça reflète une agressivité, une volonté de réguler, y compris par la violence, la présence d'Africains, de gens, de ressortissants du continent africain qui se trouvent en Afrique du Sud. Et ce mouvement March on March, il a son origine dans un mouvement qui est assez ancien. J'ai dit qu'il était apparu il y a 2 ans, c'est une animatrice de radio qui en a pris la tête. C'est presque marginal en regard de la profondeur de ce qui est animé, de ce qui anime le mouvement xénophobe. Et je pense qu'on va voir tout de suite, pourquoi c'est si profond. Écoutons justement l'un des chefs de file de ce mouvement, Jacinta Mbobeze Zuma. Je traduis. Oui, nous avons prévu de manifester tous les jeudis pendant 3 mois. C'est la stratégie pour la suite, car nous savons que nous avons un gouvernement qui a tendance à se relâcher. Si on les laisse croire que c'est terminé, ils commencent aussitôt à baisser la garde. On se rend compte maintenant à quel point beaucoup de gens n'ont pas fait leur job concernant l'immigration illégale. Tout le monde décide qu'il faut se remettre au travail. Et vous savez, c'est vraiment rafraîchissant parce que même les rues ont l'air plus propres, on signale moins de crimes et les gens sont généralement plus heureux. Quel gouvernement ne voudrait-il pas cela pour sa population? Un commentaire, Jean-Philippe Rémy, sur ce qu'on vient d'entendre. On comprend tout de suite qu'il y a des arguments qui portent facilement dans l'opinion publique et qui sont des arguments importants, qui relèvent de l'accès aux services publics. Il y a un pays qui est en crise, qui a un taux de chômage qui est extrêmement élevé, mesuré à plus de 30%, plus de 50% chez les jeunes. Il y a des problèmes de toutes 30%, oui. sortes. Plus de 30%. Plus de 30%, 33,6% je crois, si je ne me trompe pas, sur les derniers chiffres sud-africains. Donc un pays en crise sur les questions économiques, un pays en crise dans ses notions identitaires. Ce pays qui a vécu la fin de l'apartheid et l'avènement de la démocratie comme un triomphe, il a du mal à vivre ces difficultés actuelles pour plein de raisons évidentes. Là, dans ce contexte-là, le fait qu'il y ait une dégradation générale des services publics, bien entendu, c'est important. Le fait qu'il y ait un certain nombre de penseurs, parce qu'on n'a pas affaire à un mouvement qui vient des classes populaires uniquement, qui serait de l'insatisfaction de gens frustrés parce qu'ils sont dans une misère effroyable, même si ceux-là sont déjà dans ce cas-là. Mais c'est aussi tout ce qui relève de la xénophobie, de l'agressivité vis-à-vis des étrangers d'origine africaine, j'insiste, traverse toute la société. Pourquoi insistez-vous? Je veux dire, justement, la question de la xénophobie, et comment elle se pose en Afrique du Sud. Il y a une cristallisation qui s'est opérée très tôt, dès après l'avènement de la démocratie en 94, sur la notion d'être sud-africain. Les difficultés qu'a rencontré le pays de toutes sortes n'expliquent pas le fait qu'à un moment donné, il y ait des difficultés pour se constituer en tant que sud-africain. Donc, le fait que ce soit essentiellement dans ce qu'on va appeler la population noire qu'on trouve ce sentiment de ressentiment, de cristallisation de tous les problèmes sociaux, de volonté de trouver un lien peut-être national.
sur la question des autres Africains, c'est ça la vraie question centrale. Il y a quelque chose d'important à noter, c'est que la xénophobie telle qu'elle est, ce terme qui est utilisé en Afrique du Sud, ne s'applique pas au fond aux Blancs, ce qui est quand même assez étrange. Il y a des Blancs étrangers. Moi-même, qui habite la moitié du temps en Afrique du Sud, je suis un blanc étranger. On ne me dit pas comment se fait-il que vous soyez en Afrique du Sud, que faites-vous en Afrique du Sud, alors que c'est ce qu'on dit à tous les Africains originaires de pays, y compris ceux qui ont soutenu l'avènement de cette démocratie dont je parle, qui est le moment fondateur de ce pays tel qu'il est, parce que tous les pays dont les ressortissants sont actuellement pourchassés dans les rues, étaient ceux qui soutenaient la lutte de libération contre l'apartheid. Mais alors justement, si on prend les principaux combattants de cette lutte, je parle des combattants sud-africains, des théoriciens qui ont aidé donc à la fin du régime d'apartheid, comment percevaient-ils ce phénomène s'il est ancien, Jean-Philippe Rémy? Bon, il y a un certain nombre de dynamiques qui se sont créées, qui font que le passé, très présent en Afrique du Sud, l'histoire récente est très présente dans les consciences, c'est pas du tout quelque chose qui a été effacé. On s'en accommode et on le met à la sauce du jour. Il faut bien comprendre qu'un parti comme l'ANC, qui a d'ailleurs perdu sa majorité lors des dernières élections, pour la première fois depuis 1994, c'est important de le comprendre, ne peut critiquer les violences et les débordements anti-migrants que du bout des lèvres. La classe politique, il y a des partis qui émergent, des partis qu'on va appeler populistes, et qui jouent sur cette détestation des étrangers. C'est donc désormais impossible d'avoir un discours structuré dans l'espace public pour dire, à part un responsable politique, il y a une seule exception, Julius Malema, qui est capable de dire, parlons de lui un instant, le seul à dire... Qu'est-ce qu'il a de singulier? Pourquoi? Alors, Julius Malema, c'est un personnage très particulier du point de vue politique. C'est lui-même relève d'une catégorie qui flirte avec le populisme depuis longtemps. C'est quelqu'un qui vient de l'ANC à l'origine et qui a développé un discours qui est parfois violent. Il a été condamné à plusieurs reprises pour différentes choses. Il excite particulièrement aux États-Unis Donald Trump et ses amis parce qu'il incarne pour les Américains un leader noir obscur qui veut s'en prendre aux Blancs. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais donc, Julius Malema, il arrive avec des bagages assez lourds dans cette histoire, mais il a quelque chose qu'il distingue totalement dans toute l'Afrique du Sud, c'est qu'il est le seul à dire « on se trompe d'ennemis en désignant les étrangers africains comme nos propres ennemis ». Le problème n'est pas là, c'est l'ANC qui n'a pas géré ce pays, c'est, je ne sais pas, le capital blanc, c'est son cheval de bataille qui accapare toutes les richesses, etc. C'est une voix qui est isolée, c'est une voix qui se fait marginaliser parce que ce discours est intenable en Afrique du Sud aujourd'hui. Ouais, parce que vous l'avez dit, donc pour le reste, lorsqu'il est condamné, c'est du bout des lèvres. Jacob Zuma, par exemple, l'ancien président, celui qui a été président de 2009 à 2018, lui, il s'en sert. Alors, Jacob Zuma, c'est un peu l'homme qui tire les ficelles derrière. Jacob Zuma, quand il a été poussé dehors de son poste de président, il s'en est jamais remis. Il a un désir de revanche colossal et il a un nombre également colossal d'affaires judiciaires qui l'attendent. Il pourrait être réarrêté. Il a 84 ans, donc il commence à être âgé. Il a quand même beaucoup de verdeur pour continuer à manipuler ce qui est ce terrain xénophobe et tout ce qui a été fait comme enquête pour comprendre qui sont les groupes qui s'agitent et qui excitent les consciences et qui organisent les manifestations qu'on a vues l'autre jour, tout ramène à l'entourage de Jacob Zuma, cet ancien président qui, en substance, a envie de créer du chaos, a envie de surfer sur cette vague xénophobe qui a trait à des choses profondes de la société sud-africaine, pour espérer revenir au pouvoir, pour espérer bloquer les processus judiciaires et se venger de ses ennemis qui ont pris le pouvoir. Vous voyez, il y a vraiment un élément de manipulation qui se greffe sur un contexte qui est porteur. Il y a déjà eu des émeutes en 2008 et 2021, notamment en Afrique du Sud. Comment elles s'inscrivent dans cette histoire-là, celle de la xénophobie en Afrique du Sud? Alors, 2018, c'est l'apparition la plus brutale du phénomène qui existait déjà. Il y a un élément déclencheur et tout à coup dans un milieu, dans les townships qui sont prêts à... Parce que le discours xénophobe existe, il y a des violences qui sont exercées dans une sorte d'explosion assez chaotique.
c'est le premier gros pic et c'est le plus grand nombre de victimes qu'il y a eu à ce jour dans des violences dirigées uniquement contre les étrangers. En 2021, c'est un phénomène différent. C'est que Jacob Zuma, à ce moment-là, encore lui, vous voyez, va être arrêté. Il est arrêté. Dans l'intervalle, ses partisans se préparent et déclenchent un certain nombre d'émeutes à vocation insurrectionnelle. Ils bloquent l'autoroute qui relie Johannesburg à la côte. Ils enchaînent avec l'organisation de grands pillages. C'est la première fois qu'il y a eu des pillages à cette échelle. Et la société sud-africaine, elle a des travers et donc une police, une armée qui sont pas tout à fait efficaces tout le temps. Et donc la police et l'armée ont été dépassées. Il y a eu 350 morts, il y a eu des pillages colossaux, des centres commerciaux entièrement rasés, des gens dans certains quartiers qui se sont défendus les armes à la main. On a vu des scènes inouïes. Le pays a vraiment eu peur en 2021. Il n'y avait pas derrière un parti politique qui était visible. Il n'y avait pas Jacob Zuma qui revendiquait tout ça. Ça se faisait par la manipulation. Ce qu'on a vu il y a 2 jours, c'est au fond la normalisation du même processus. On organise une manifestation, il y a des leaders identifiés qui disparaîtront demain, aucune importance, et on fait en sorte de ne pas terminer en prison malgré tout. Il y a quand même un état de droit qui est toujours dans les consciences. Bon, tout ça rend assez pessimiste. Malheureusement, le tableau que vous dressez est un tableau qui permet d'entrevoir peu de lumière. Bon, c'est un pays qui part avec sacré handicap, qui a aussi des dynamiques incroyables pour rebondir, etc. Honnêtement, il y a des raisons de se faire du souci quand on voit la profondeur de ce sentiment et la façon dont il structure la société. Il faut bien le reconnaître. Jean-Philippe Rémy, grand reporter au journal Le Monde, ancien correspondant en Afrique du Sud. Dans quelques instants,